Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Ouais, c'est le nouveau décor. C'est classe, hein? Pour commencer correctement cette nouvelle année, je vais vous emmener dans un des endroits les plus importants du pays. Alors voilà, il y a quelques temps sur Twitter, j'ai proposé à RTE de faire une vidéo. RTE, ça veut dire Réseau de transport d'électricité. C'est eux qui gèrent les lignes électriques haute tension et très haute tension qui traversent le pays. Ils m'ont répondu et m'ont proposé de venir visiter un lieu unique, parmi les plus importants du pays, le Centre National d'Exploitation du Système. C'est l'endroit où on gère le réseau électrique français en temps réel. Si vous voulez, c'est un petit peu la tour de contrôle de l'électricité française. Alors avant de venir, j'ai lu pas mal de choses sur la magie du montage. Et grâce à ce script magique, je vais pouvoir discuter avec mon moi du futur, qui normalement est dans le nouvel atelier. Ça va? Ouais alors mec, profite à fond d'être là, parce que j'ai beau être resté plusieurs heures, c'est passé super vite. Il faut bien comprendre que RTE ne gère pas les centrales électriques, il gère le réseau électrique de transport. On peut couper le réseau électrique en deux. Le réseau de transport, géré par RTE, qui sert à transporter l'électricité en grosse quantité, et le réseau de distribution, géré par Enedis ou des entreprises locales de distribution, qui acheminent l'électricité jusqu'aux maisons, commerces, entreprises, etc. Le centre où je suis gère le réseau à l'échelle nationale, c'est-à-dire les lignes de 400 000 volts. C'est ce qu'on appelle les autoroutes de l'électricité. On a ensuite 7 centres de contrôle plus petits qui s'occupent chacun d'une partie du réseau national, en gérant les lignes de plus faible tension. On voit sur le panneau d'affichage principal le schéma de toutes les lignes 400 kV, plus les lignes qui relient les autres pays. Et c'est sur ce réseau que sont branchés les plus gros producteurs, comme par exemple les centrales nucléaires. Les chiffres en vert à côté représentent la charge de chaque ligne. Elles ont toutes une capacité de transport, parce que sinon après elles chauffent trop. Et je suppose que quand c'est en vert, c'est que tout va bien. Donc pour l'instant ça va. Tout va bien. Une des missions du centre de contrôle est de faire en sorte que l'électricité est acheminée à tous les Français. Pour ça, on calcule en permanence le critère de défaillance unique. C'est-à-dire qu'on prévoit en permanence une solution alternative en cas de panne d'une des lignes de transport. On a toujours une solution alternative en stock, peu importe quelle ligne tombe en panne. Et plus globalement, le boulot du CNES, c'est de faire en sorte que tout le pays ait de l'électricité, tout le temps. On pourrait se dire que bon, ça va quoi, c'est relativement facile à faire. Suffit de fermer un interrupteur de temps en temps et puis voilà quoi, ça fait le job. En réalité, le souci, c'est qu'il y a 3 petits trucs qui rendent la chose beaucoup plus complexe à gérer. Le premier, c'est qu'il faut produire en temps réel ce qu'on consomme. Il ne peut pas y avoir de décalage entre la consommation et la production. Le second problème, c'est que la consommation électrique a le bon goût de varier. Beaucoup et tout le temps. Le troisième, c'est qu'il faut acheminer l'énergie via les lignes haute tension et il faut éviter de les surcharger. Quand vous allumez une ampoule, il faut produire l'électricité quelque part et il faut acheminer cette électricité jusqu'à votre logement. Et le graphe qu'on voit en haut à gauche représente la consommation en temps réel de la France. Nous sommes le 9 décembre 2019, il est 15h44 et nous consommons actuellement 65 939 MW. Pour mieux comprendre ce chiffre, faisons appel à Robert. Robert est un cycliste olympique qui cherche à battre un grille-pain. Pendant l'effort, Robert fournit environ 700 watts de puissance. Ça veut dire que si Robert pédalait pendant 1 heure à 700 watts, ce qui est, je pense, humainement impossible, il produirait 700 Wh. Il faudrait donc 1430 Robert simultanés pour faire 1 MW. Et la France consommait au moment de ma visite l'équivalent de 94 198 000 Robert. On voit aussi au centre de contrôle l'historique de consommation du pays. RTE propose un outil en ligne accessible à tous qui s'appelle Ecodomix et qui permet de voir cette courbe en temps réel. Ecodomix est aussi disponible sur smartphone gratuitement et c'est une application géniale. Je l'utilisais avant de faire cette vidéo et je la trouve vraiment bien faite. Et c'est aussi une excellente source d'anecdotes pour les dîners mondains. Enfin Jean-Charles, d'après ce que je vois, nous consommons 80 900 MW. Cette raclette n'est pas du tout de circonstance. Je propose donc que nous mangeons le fromage froid. Ouais, peut-être que raclette et dîner mondain, c'est pas très compatible. L'application est actualisée toutes les 15 minutes, alors que ici, c'est toutes les secondes. En regardant le graphe de consommation, on a un regard sur le rythme du pays. Oui, parce que pour moi, ça fait plusieurs semaines qu'on a tourné, donc je connais la consommation du pays à cette date. Par contre, mon moi du passé ne la connaît pas. On peut toujours tenter, hein. Et, oui, vu que je tourne cette partie plus tard, je peux te donner la consommation pour ce soir. Enfin, pour le soir de toi, et pour moi c'est dans le passé, mais pour toi c'est dans le futur. Bah écoute, je pense pas que la magie du montage aille aussi loin, mais bon, vas-y, tu peux toujours tenter. Donc à 20 h ce soir, le pays consommera 71 694 MW. À 20 h, combien ?
71 694 MW. Écoute, j'entends rien du tout à ce que tu dis. Attends, je regarde mon script pour vérifier. Bah non, le chiffre est pas apparu, hein. T'es sûr de ce qu'on raconte sur la magie du montage? Ouais, je commence à avoir des doutes. En regardant le graphe, même sans les heures, il est assez facile de reconnaître les moments de la journée. Vers 4 heures, c'est le moment où la consommation est la plus basse, parce que tout le monde dort, hein, c'est la nuit. On va ensuite clairement l'activité du pays reprendre. Les foyers allument leur chauffage, font chauffer le café, grillent une tartine, le trafic du métro et des trains s'intensifie, les entreprises reprennent leur activité, etc., etc. La journée passe avec une petite pointe pour la pause du midi, et un creux vers 17h30. Puis à mesure que les Français de la métropole rentrent chez eux, on atteint à 19h la pointe de la consommation de la journée. Et on a un petit pic à 23h qui est principalement les ballons d'eau chaude qui se mettent en route la nuit. Bien sûr, cette courbe varie en fonction de nombreux facteurs. Parmi les plus importants, la météo, la température, la saison, si on est pendant un jour férié ou en week-end, etc. La consommation d'une journée en hiver ressemble à ça. Enfin là, c'est le week-end. Si on ajoute les journées les unes à côté des autres, par exemple le mois de janvier et février 2012, on remarque une augmentation de la consommation du pays entre le 1er et le 13 février. C'est à ce moment-là que la France a connu une des 3 plus grosses vagues de froid de ces 30 dernières années. Et s'il y a bien un facteur qui joue sur la consommation, c'est la température. En hiver, si on perd 1 degré de température en moyenne sur le pays, la consommation augmente de 2400 MW, ce qui correspond à peu près à la consommation de Paris intramuros. Le 8 février 2012 à 19h, la France n'a jamais consommé autant d'électricité. Et c'est ici qu'on a géré ça, et avec succès, vu qu'il n'y a pas eu de coupure. Vous savez que ce jour-là, nous avons consommé plus de 100 000 MW, soit l'équivalent de 143 850 000 Robert simultanés. C'est épatant, non ? Bon, alors concrètement, comment on gère tout ça? Chaque jour, les producteurs d'énergie envoient à RTE la disponibilité de leurs moyens de production pour le jour d'après. L'électricité est vendue sur un marché européen. En fonction de l'offre et de la demande, les prix fluctuent. Le centre de contrôle RTE reçoit les rapports des producteurs et vérifie si la puissance qui sera disponible correspond aux prédictions de consommation. Une grosse partie du travail pour faire l'équilibrage du réseau consiste à faire des prévisions. C'est les deux courbes qu'on peut voir ici. On a une prévision qui est faite la veille et une prévision actualisée qui est faite au jour le jour. On notera d'ailleurs que l'écart est super faible avec la réalité. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir la magie du montage pour avoir une vision du futur, finalement. RTE, c'est donc un jour à l'avance, et avec une bonne précision, combien va consommer le pays. Il faut ajouter à ça les prévisions de production des énergies renouvelables intermittentes, comme l'éolien et le solaire, qui produisent s'il y a du vent ou du soleil. Le panneau de gauche affiche la production en temps réel de toutes les centrales du pays, regroupées par zone géographique. Le moins devant le chiffre veut dire qu'elles envoient de l'énergie sur le réseau. Par exemple, on peut voir les 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Paluel. Au moment où j'étais sur place, il y avait 2 réacteurs en fonctionnement et 2 réacteurs à l'arrêt. Pour les réacteurs à l'arrêt, le chiffre est positif car ils consomment de l'énergie sur le réseau pour alimenter leur propre système. En bas à droite se trouve une courbe qui indique la prévision et la production réelle des éoliennes et des panneaux solaires. Au moment où je tournais, on prédisait que la production baisserait de 13 800 MW à 13h à 3 800 MW à minuit. Au fur et à mesure de la journée, les moyens de production sont mis en route pour suivre la prévision. Mais cette prévision ne peut pas être parfaite, il y aura toujours des imprévus, il y a toujours des variations sur le réseau qui doivent forcément s'adapter. Et ces ajustements ont lieu en permanence, chaque minute. L'indicateur qui permet de savoir si la production suit bien la consommation est la fréquence du réseau. Elle est de 50 Hz, mais si on regarde de plus près, on se rend compte qu'elle n'arrête pas de varier autour de sa valeur nominale. Si vous avez vu ma vidéo sur le triphasé, vous savez que la fréquence du réseau est due à la vitesse de rotation des générateurs électriques. Donc, si le réseau consomme trop d'énergie, les générateurs, les milliers de générateurs en Europe, vont se mettre à ralentir un petit peu, parce qu'ils n'arrivent plus à envoyer assez de patates. Au contraire, si le réseau consomme moins d'énergie, les générateurs ont tendance à accélérer un petit peu. Il faut donc tout le temps ajuster la production électrique de l'Europe. C'est le boulot de la réserve primaire, qui utilise la fréquence pour s'adapter en temps réel à la consommation, mais aussi pour s'adapter instantanément à un gros problème. Cette réserve primaire n'est pas une centrale quelque part qui varie sa production. Il n'y a pas non plus quelque part un technicien qui bouge un potentiomètre en or massif censé réguler l'électricité de 500 millions de personnes. Ouais, parce que je me dis que si un tel potentiomètre existait, il serait forcément en or massif. Comme je l'ai dit, la variation de fréquence est due à la variation de la vitesse des alternateurs un petit peu partout en
Europe. Le truc, c'est que les grosses centrales ne fonctionnent jamais au maximum de ce qu'elles peuvent produire, il y a toujours une petite marge. La réserve primaire représente le cumul des marges de production des grosses centrales en Europe. Dès que la fréquence baisse en dessous de 50 Hz, les centrales appuient toutes un petit peu plus sur l'accélérateur pour revenir à la fréquence de base. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si la fréquence est trop haute, tout le monde appuie un petit peu sur le frein. Et pourquoi 3000 MW? Eh ben ça n'a pas du tout été choisi au hasard, c'est parce que c'est au cas où on perd deux des plus grosses unités de production en Europe. Sur le site Main Frequency, l'utilisation de cette réserve est visible sous la forme d'un curseur horizontal. Elle varie régulièrement, comme vous pouvez le constater. En revanche, on ne sait pas quel pays l'utilise. Alors qu'au CNES, on peut savoir si par exemple la France consomme plus ou pas assez par rapport à l'énergie qu'elle produit. Et il y a même une carte européenne qui permet d'indiquer, en fonction de la couleur des pays, s'ils sont en surproduction ou en sous-production. La réserve primaire est un mécanisme de solidarité européenne. Tout le monde supporte collectivement le coût en participant à hauteur d'un certain pourcentage. C'est beau. Enfin, c'est beau pendant 15 minutes, hein. Au bout de 15 minutes maximum, le pays qui a un problème doit être capable de le résorber. Si c'est une toute petite variation, comme il en arrive tout le temps, le pays compense rapidement en quelques secondes. Si c'est un plus gros problème, comme par exemple une centrale qui est tombée en panne et qui s'est isolée du réseau, au bout de 30 secondes, la réserve secondaire rentre en jeu. Elle se déclenche automatiquement à l'échelle du pays qui a un problème. Parce que les centrales ne peuvent pas monter ou baisser en puissance comme elles le veulent, ça prend du temps. Prenons par exemple la centrale électrique au gaz de Bouchain. C'est là. Elle est capable de monter en puissance de 50 MW par minute. Vous imaginez, c'est comme si 71 000 Robert se mettaient à pédaler en même temps. Ce qui est impossible, parce qu'on n'a pas assez de vélos pour assurer la production. Enfin, une fois que la fréquence est revenue à son niveau nominal, que la réserve primaire est reconstituée, il faut aussi reconstituer la réserve secondaire. Et c'est le rôle de la réserve tertiaire. Oui, c'est du jargon technique, c'est ultra compliqué. Et il n'y en a pas d'autre, hein, je vous rassure. La réserve tertiaire se déclenche manuellement par le dispatching, donc par le centre de contrôle. Des producteurs d'énergie vont démarrer des centrales pour que la réserve secondaire retrouve sa marge de sécurité. Bon, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, on résume. RTE calcule chaque jour une prévision de la consommation. Il vérifie ensuite, avec les données que les producteurs leur fournissent, s'il y aura assez de moyens de production. Pendant la journée, RTE surveille la fréquence du réseau pour voir si les moyens de production suffisent pour encaisser la consommation. S'il y a un imprévu, comme une variation trop forte de puissance, une centrale qui tombe en panne ou des intempéries, la réserve primaire, qui est à l'échelle européenne, prend le relais. Le pays qui a un problème a ensuite 15 minutes pour corriger le tir avec sa réserve secondaire, qui se déclenche automatiquement. Et pendant ces 15 minutes, en fonction de la gravité du problème, le centre de contrôle peut activer la réserve tertiaire, qui permettra de libérer la réserve secondaire. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement régulier du système qui permet de gérer la consommation quasi tout le temps. Je dis quasi tout le temps car il peut y avoir des situations exceptionnelles. On a vu que la consommation augmente énormément en hiver quand la température baisse. En cas de grosse vague de froid, si on prédit une pointe de consommation, RTE peut déclencher ce qu'on appelle un mécanisme de capacité. Alors il y a plusieurs systèmes, hein, je vais pas tout détailler, mais en gros, les producteurs ont l'obligation à ces moments-là de garantir le fait qu'ils ont de quoi fournir assez d'énergie à leurs clients pendant les pointes de consommation. Mais parfois c'est pas suffisant. On se voit donc contraint d'augmenter l'exploitation des moyens les plus polluants, comme le charbon ou le pétrole, et surtout d'importer de l'énergie des pays voisins. Ce qui nous amène à nous poser la question. S'il arrive un moment où on n'a pas de bol et qu'il n'y a pas de vent, donc peu d'éoliennes qui tournent, qu'il fait nuit, donc pas de production de panneaux solaires, et qu'on rajoute par-dessus ça une grosse vague de froid, vu qu'il faut produire en temps réel ce qu'on consomme, s'il n'y a pas assez de production d'énergie, il n'y a pas assez de production d'énergie. Ok, mais on pourrait se dire que les pointes de consommation, ça dure pas longtemps. Suffit de couper le courant et puis on attend que ça passe. Sauf que non, évidemment, c'est pas aussi simple. Salut le chat. Ouh, le chat. Déjà, il n'y a pas que la pointe de consommation. Quand on est en période de froid, c'est toute la consommation qui augmente significativement. Outre le fait que ça serait très dangereux pour la population, imaginez le nombre d'accidents domestiques, les personnes sous assistance respiratoire, les hôpitaux, etc. Ça prendrait des jours pour remettre le courant. Secteur par secteur. On a vu que RTE dispose de prévisions sur la consommation, donc si on n'a pas de quoi produire assez d'énergie, ils le sauront en avance, et bien sûr, il y a des moyens qui sont prévus pour ça. Ces moyens de secours sont dits post-marché, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés quand le système de réserve primaire, secondaire et tertiaire ne suffit pas à assurer l'équilibre entre production et consommation. Le chat veut imprimer un truc en 3D. Tu veux imprimer quoi, chat? Des croquettes? De la pâtée? Alors ces moyens post-marché, il y en a plusieurs. Par exemple, les éco-gestes. RTE peut avertir par les médias, les réseaux sociaux, etc. que tel ou tel jour ça risque d'être tendu. Donc si nous tous, consommateurs particuliers et même entreprises, font attention à leur consommation pendant ces périodes, nous pouvons gagner jusqu'à 1000 MW, soit l'équivalent d'un réacteur nucléaire.
À ce propos, RTE dispose d'un site web plus accessible que Economix, plus grand public, nommé EcoWatt. On peut savoir si on est en période tendue et quels sont les gestes qu'on peut faire pour diminuer notre consommation électrique. Pour l'instant, il n'est fonctionnel que sur certaines zones géographiques, mais RTE va étendre ce site à toute la France métropolitaine l'hiver prochain, fin 2020. Je vous mets le lien de EcoWatt et Economix dans la description. Ensuite, on a l'interruptibilité. C'est un contrat avec 22 industriels parmi les plus gros consommateurs du pays qui permet à RTE de leur couper l'électricité en quelques secondes. On peut gagner 1500 MW. Si c'est pas suffisant, on peut baisser de 5% la tension du réseau. Bon, c'est assez technique à expliquer, mais ça permettrait de gagner quelques milliers de mégawatts. Le problème, c'est que sur 2 heures. En effet, au bout de 2 heures, la consommation s'adapte et remonte à son niveau normal. Et enfin, si tout ça n'est pas encore suffisant, il reste la solution ultime, les délestages. Alors attention, il faut pas confondre délestage et blackout. Dans un délestage, on va couper le courant de certaines zones de manière stratégique pour empêcher que l'ensemble ne s'effondre. Et on fait pas ça n'importe comment. Les consommateurs sont classés par catégorie de 1 à 5, qui représentent chacune environ 20% de la consommation. 5 étant une catégorie qui ne sera jamais coupée volontairement, comme les hôpitaux par exemple. Et c'est pas la peine de demander le prix pour être en catégorie 5, c'est l'État qui décide. Il faut faire une demande en préfecture. Le délestage est une procédure d'urgence pour éviter que le réseau ne s'effondre. Tout va très vite, ce qui fait qu'elle est automatique, basée sur la fréquence du réseau. Si la fréquence tombe à 49 Hz, la catégorie 1 est coupée, 20% de la consommation en moins. À 48,5 Hz, c'est la catégorie 2, 20% en moins. Et on continue comme ça jusqu'à 47 Hz. À noter qu'on fait tourner les zones géographiques pour éviter que certains coins se retrouvent trop longtemps sans électricité. Si le délestage ne suffit pas et que la fréquence continue de chuter, les moyens de production comme les centrales vont se couper automatiquement du réseau pour éviter la casse. Et là, c'est le véritable blackout. Alors bien sûr, le délestage c'est la solution ultime et on essaye de l'éviter au maximum. Mais il faut bien comprendre qu'il vaut mieux sacrifier une partie de la consommation que le réseau en lui-même. A noter que si le délestage est une mesure d'urgence chez nous, il faut savoir que dans certains pays ou sur les îles, c'est un mode d'équilibrage normal. Il n'est pas rare d'avoir un délestage aux heures de forte consommation pour équilibrer le réseau. Avant qu'on ait un blackout, on a encore de la marge, et si RTE annonce que ça va être tendu pour les prochaines années, ça ne veut pas dire qu'on sera au bord du blackout. Ça veut dire qu'on peut déclencher certaines des mesures hors marché que j'ai décrites, et qui sont, pour certaines d'entre elles, complètement invisibles pour le consommateur. Et au-delà de ces situations et de ces cas particuliers, RTE veille avec ses homologues européens sur un réseau d'une puissance difficilement imaginable, prévisible mais sensible, qui alimente chaque citoyen européen. Derrière chaque prise, chaque métro, chaque ampoule se cache un immense réseau géré par des dispatching comme celui que je vous ai montré. Clairement un des endroits les plus importants du pays dans lequel des équipes se relaient 24 heures sur 24, toute l'année, pour éviter qu'on soit dans le noir. J'espère que cette visite et cette découverte du fonctionnement du réseau électrique vous aura plu. C'est vraiment assez fou d'avoir accès à ça et de voir le système fonctionner en vrai. Je remercie Perrine et Maxime pour leur accueil, le directeur du CNES pour toutes ses explications, et aussi RTE pour ce partenariat. Je remercie aussi Nicolas Goldberg, un expert en énergie qui a bien voulu relire mon script et qui a apporté quelques modifications et quelques suggestions. Je vous conseille d'aller suivre son Twitter, le lien est dans la description. Il a un regard sur l'énergie qui est très intéressant, qui est très nuancé et que moi j'apprécie tout particulièrement. Merci à vous pour votre soutien et d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ce qui me permet de vous montrer des lieux aussi exceptionnels. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. C'est grâce à vous que je peux faire ce genre de vidéo. Et en attendant, à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Alors je me dis qu'en regardant cet épisode, les Français d'outre-mer ne doivent pas se sentir super concernés. Le souci, c'est que vous avez chacun votre propre système de production très spécifique. Pour refaire un épisode, un de ces quatre, il faut que j'y réfléchisse.